Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui? Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qui se passe dans ce conflit? J'ai envie de dire, c'est les troupes israéliennes qui sont engagées au sud Liban, Vincent Herouet. Pas encore. Ça Pourquoi vous dites pas encore? Parce que, à ma connaissance, ils n'ont pas franchi la frontière. Ils interviennent d'une manière ponctuelle, mais il n'y a pas une offensive massive au sud Liban, je me trompe? Mais si, ils ont annoncé ce matin qu'ils avaient passé la frontière. Ouais. Donc c'est pas encore si c'est une offensive massive. Ça change tout le temps. C'est ça la guerre. Ça qui est terrible, c'est qu'on a beaucoup de mal à savoir en temps réel. Pardonnez-moi. Alors, non, mais on sait pas. C'est le décryptage qui m'intéresse. On ne sait pas si c'est une offensive massive. On sait qu'ils ont franchi la frontière. On sait qu'on ne peut pas conquérir un terrain, le contrôler s'il n'y a pas des troupes au sol. Ils l'avaient déjà fait à l'occasion de la première confrontation. Ils vont le refaire et probablement il y aura des combats. Et probablement ils vont y aller en force petit à petit. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est le contrôle. L'objectif, c'est éradiquer le Hezbollah au Liban. Avec maintenant, si j'ai bien compris, l'accord du gouvernement libanais. Oui, alors ça, depuis l'offensive, il y a 2 ans déjà, l'accord qui avait été conclu prévoyait le désarmement du Hezbollah, de la puissante milice chiite qui a investi l'État, qui a totalement nécrosé le Liban et qui dominait toute la scène politique. Le Liban a refusé, le Hezbollah a refusé jusqu'à présent de poser les armes, de les rendre et de devenir un simple parti politique, quelles que soient les pressions extérieures qui ont été faites sur lui. Il tient et il s'arc-boute. Et contrairement à toute logique politique, contrairement à toute raison militaire, ils sont évidemment pas résistés à l'envie de bombarder le nord d'Israël, d'une manière d'ailleurs qui n'a pas fait aucun dégât, aucune victime, pour venger la mort du Sayed, pour manger la mort de l'ayatollah Khamenei. Et donc, ils ont provoqué la riposte obligatoire, réflexe d'Israël, qui a la tentation de faire le travail que ne fait pas l'État libanais, c'est-à-dire d'aller désarmer le Liban, le Hezbollah, et ainsi de régler le problème qu'ils ont au nord. C'est un deuxième front qui va s'ouvrir. Et le Liban a toujours été le champ clos où les affrontements, les querelles du Moyen-Orient se traduisaient par des conflits entre communautés. Eh bien, une fois de plus, vous allez avoir la répercussion du conflit dans le Golfe au Liban, et vous aurez une deuxième guerre pour Israël, un deuxième front. Écoutez Benjamin Netanyahou qui justifie la guerre. La raison pour laquelle nous devions agir maintenant, c'est parce qu'après avoir frappé leur site nucléaire et leur programme de missiles balistiques, on aurait pu penser qu'ils auraient tiré une leçon. Mais ce n'est pas le cas, car ils sont incorrigibles. Ils sont totalement fanatiques à ce sujet, à propos de leur objectif de détruire l'Amérique. Ils ont donc commencé à construire de nouveaux sites, de nouveaux lieux, des bunkers souterrains, qui rendraient leur programme de missiles balistiques et leur programme de bombes atomiques inviolables en quelques mois. Si aucune mesure n'était prise maintenant, aucune mesure ne pourrait être prise à l'avenir. Et alors, ils pourraient prendre l'Amérique pour cible. Ils pourraient faire chanter l'Amérique. Ils pourraient nous menacer et menacer tout le monde entre les deux. Il fallait donc agir et il fallait un président résolu comme Donald Trump pour prendre cette mesure. Bon, c'est une interview visiblement qui a été donnée à Fox News de Benjamin Netanyahou. Oui, parce qu'on a eu le porte-parole de Tzal ce matin à la matinale. Il nous a dit qu'il n'y avait que des bombardements aériens. Pour l'instant, il n'y a pas de troupes au sol. Donc même lui a été pris de court. Ah ben, c'est pas la même chose. Non, mais c'est... Non, mais ça a été annoncé officiellement. C'est le début. Bon, les chiites évacuent le sud-Liban. Évidemment, ils s'apprêtent à... Ça va être la même chose que d'habitude. Vous savez, ce sera la énième fois que les Israéliens, depuis 1978, forcent la frontière et se déploient au sud du Litanie pour essayer de contrôler la zone chiite. Alors parfois, en 1982, ils sont accueillis avec des you-you de libération quand ils pensent que les Israéliens vont les débarrasser à l'époque du Fatah et de l'OLP. Ensuite, ça a été plus rugueux et il y a eu 3 guerres successives sans avoir jamais réglé le problème. Arnaud Klarsfeld me dit ils entrent un peu au Liban pour empêcher les lancements de roquettes. Il n'y aura pas un ample second front d'Israël au Liban, me dit-il. Alors, en réalité, le Hezbollah il y a eu un cessez-le-feu qui obligeait le Hezbollah à se retirer au nord du Litanie. L'armée libanaise devait le désarmer. On se rend compte qu'un an après, il ne s'est rien passé parce que l'armée libanaise, elle est plus faible que le Hezbollah. C'est ça. Donc, pas le désarmer, ça se fait sous le regard de la finule, dans lequel il y a des Français qui, malheureusement, ils ne peuvent pas grand-chose parce qu'eux non plus n'ont pas de vrais moyens d'intervenir, ils ont des moyens d'observer que le Hezbollah n'est pas désarmé.
Et puis les dépêches sont en train de tomber à 8h37. Il y a quelques minutes, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi avoir autorisé l'armée à prendre le contrôle de nouvelles positions au Liban en parallèle de la campagne de frappes aériennes menée contre le mouvement pro-iranien Hezbollah. Je voulais vous faire écouter maintenant M. Rubio des États-Unis, puisque l'objectif est clair pour l'Amérique, c'est pas tant de renverser le régime que de le dénucléariser, si j'ose dire. Écoutez M. Rubio. Il est évidemment clair que nous aimerions que le régime soit renversé. Je l'ai dit plusieurs fois. Le gouvernement de ce pays ne reflète pas la volonté du peuple, c'est très clair. Si nous pouvons aider un jour, nous le ferons, mais ce n'est pas l'objectif de cette mission, qui est de détruire les capacités balistiques. La guerre en direct, si j'ose dire, avec ces images des chars israéliens à la frontière libanaise que vous pouvez voir avec cette image qui nous arrive à l'instant. C'est hier, ça. Et Merkava. C'est une image d'ailleurs qui a quelques heures, mais qui nous permet de confirmer ce que nous disions il y a quelques instants, que les Israéliens vont mener une offensive dans le sud Liban. Monsieur Rubio, vous trouvez que c'était pas clair, au contraire? Non, il a encore changé de version. C'est-à-dire que là, au bout de 3 jours, on ne sait plus ce que veulent les Américains. Enfin, ils ne sont pas tous d'accord, en tout cas, sur leurs objectifs de guerre. Oui, moi j'ai hier, il ne parle pas du nucléaire, quasiment pas. Il explique qu'en fait, la menace imminente, enfin, il justifie l'intervention en disant la menace imminente, c'est qu'en fait, les Israéliens allaient frapper et que donc, il fallait qu'on y aille avec eux parce que sinon, l'Iran se serait vengé sur nous. Ça, on l'avait jamais entendu depuis le début. Oui. C'était quand même assez original d'expliquer qu'ils allaient soutenir Israël, alors que précisément, Donald Trump, depuis le premier jour, essaye de s'adresser aux Américains en disant c'est notre guerre. Et on ne fera pas pour Israël. Donc moi, j'ai trouvé ça très peu clair. Alors, je suis d'accord avec Claude, non seulement ça, mais en plus, Trump a pris la parole hier à l'occasion d'une cérémonie de médaille à la Maison-Blanche. Et là, je vais vous dire ce qu'il a dit, c'est clair. Hein. Le programme nucléaire, le programme de missiles, on tombe le régime, on va gagner la guerre, ça va durer entre 4 et 10 semaines, on ne va pas s'arrêter. Oui. Bon, le chef, c'est Trump, c'est pas Marc Rubio. Écoutez-le, Marc Rubio, une deuxième fois. Et pourquoi il faut agir maintenant, dit-il? Peu importe quel régime, il y aura, la menace sera dissipée. Et voilà l'objectif de la mission, empêcher toute capacité balistique qui menace la région, les voisins et les États-Unis, empêcher que l'Iran puisse se protéger derrière ce bouclier. Jamais nous le permettrons, c'est pour cela que cette opération est critique et qu'elle devait avoir lieu maintenant, où ils sont faibles, et non pas un an plus tard, où ils auraient pu avoir cette capacité de protection. La durée de la guerre, et à chaque fois qu'une guerre commence, les dirigeants disent qu'elle durera peu de temps, c'est une antienne, et on se souvient... Oui, il y a une variante, elle durera le temps qu'il faudra. Oui, pour dire, et ça dure jamais de 4 semaines. Au troisième jour, en général, on dit tout va bien, on est dans les temps, ça marche, ayez confiance. Ça ne dure jamais 4 semaines, une guerre. L'histoire nous le montre. Alors, écoutez, elle a duré 12 jours la dernière fois quand même. Oui. Hein. Là, on est au 15e jour. Parce qu'on l'a arrêté au bout du 12e jour. Oui, mais on arrête la guerre. On peut l'arrêter. Mais les buts sont tellement flous, cette guerre. C'est pas un hasard, c'est la déclaration. Pourquoi vous dites c'est flou? Moi, j'ai l'impression très clairement qu'il faut démilitariser l'Iran et que renverser le régime, c'est plus compliqué. l'Iran, je vous rappelle que la dernière fois, au bout de 12 jours, il avait fait le boulot, soi-disant. Oui. Non, pas du tout. Et il se sentait d'avoir enterré les installations nucléaires. Pourquoi vous dites pas du tout Parce que les Israéliens voulaient continuer l'opération beaucoup plus longtemps. Et c'est Trump qui a décidé de mettre un coup d'arrêt avec ses bombardiers. Il a dit maintenant c'est terminé, on arrête. Et on a tout détruit. En fait, il n'a pas tout détruit. Mais les Israéliens, s'ils avaient pu, c'est pas 12 jours, c'est 24 jours qu'ils auraient frappé. Ou 36. C'est Trump qui a arrêté la guerre des 12 jours. Bon, moi, j'ai l'impression que cet objectif est clair. Oui, mais il me semble clair aussi, moi. Ah bon? Vous dites, je vous écoute, c'est pas mon avis. Moi, j'ai entendu. Alors, effectivement, liquider le stock d'uranium, démolir des installations nucléaires. Mais on ajoute à ça le soulèvement populaire qu'il faut soutenir pour arriver à changer de régime. Le changement de régime a été rappelé hier par M. Rubio, par le secrétaire d'État à la Défense et par le président Trump. Qu'est-ce qu'il vous faut? On va parler aussi des milices régionales, le Hezbollah par exemple, mais il y a aussi les Houthis, il y a aussi les milices en Irak.
Et on m'a parlé enfin de la balistique, qui était soi-disant le vrai problème, puisque, paraît-il, les Iraniens étaient en capacité très rapidement de bombarder jusqu'aux États-Unis, ce qui paraît extrêmement douteux. Donc autant de raisons invoquées, et au bout du compte, on ne sait plus très bien quelle est la bonne. Le général Clermont réagit. J'ai du mal parce que c'est vrai qu'il y a un côté qui manque de clarté, c'est comment on va arriver à sa chute de régime. En tout cas, il y a une phrase qui n'est pas dite, c'est qu'on ne va pas imposer la démocratie. Ce n'est pas les Américains qui sont là pour faire ce qu'ils ont essayé de faire avant, qui a conduit à une catastrophe. Sur les buts de guerre, la seule chose qui n'est pas vraiment claire, c'est la question de la durée. C'est-à-dire combien de temps ça va durer, mais à la fin, détruire le site nucléaire, vraiment cette fois-ci, détruire le site balistique et créer les conditions d'un changement de régime, ça me paraît les 3 buts de guerre. Alors justement, la durée de la guerre. Approuvés par Trump depuis le début. Justement, la durée de la guerre, on va écouter 2 interventions, celle de M. Netanyahou d'abord. Cela pourrait être rapide et décisif et prendra peut-être un certain temps, mais pas des années. Ce n'est pas une guerre sans fin. C'est un effort qui vise à instaurer la paix à laquelle nous aspirons tous et pour laquelle nous prions. Et je pense qu'ensemble, nous y parviendrons. C'est au peuple iranien qu'il revient en dernier ressort de changer le gouvernement. Les États-Unis et Israël sommes en train de créer les conditions qui lui permettront d'y parvenir. Ça me paraît clair. J'ai l'impression d'entendre ça et chez Trump et chez Netanyahou. Écoutez ce qu'il a dit, le président Trump, sur la durée de la guerre. Je vous assure que nous allons mettre un terme à cette menace, car menace il y a. Mais nous sommes la nation la plus forte. Nous avons l'arme la plus forte au monde, et de loin. Nous allons donc avoir la main haute et gagner cette guerre quel que soit le temps qu'elle prenne. Nous avions projeté déjà 4 à 6 semaines, mais nous pouvons aller bien plus loin si c'est nécessaire. Donald Trump, Vincent Herouet. En fait, c'est effrayant parce que plus vous les écoutez, moins vous les croyez. Et là, il y a un vrai problème. Si vous voulez, il y a tout ce que dit le président Trump paraît frappé au coin du bon sens. Mais si vous rentrez un peu dans le détail, vous vous rendez compte qu'il y a un grand flou dans sa tête, qu'il n'y a qu'une seule conviction, c'est qu'on va maintenir aux Iraniens la tête sous l'eau le temps qu'ils comprennent qui est le plus fort. Ben, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais comme ça. Par exemple, il suffit de quelques drones ou quelques missiles bien ajustés pour réaliser que, la République islamique tient toujours debout, qu'elle est dirigée, alors qu'on vient de mettre, soi-disant, 45 types au tapis, 45 dirigeants, et 3, tant que c'est une guerre à la fois aérienne, c'est une guerre asymétrique, tant que les Iraniens pourront tirer des missiles sur le voisinage et faire des dégâts, eh bien, ils gagneront la Manche. Et enfin, je termine juste d'un mot sur la question de la population qui doit prendre le dessus. Je vais vous dire, quand vous êtes en guerre, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de survivre. Donc, s'alimenter, se protéger, ça mobilise toute l'énergie des gens qui sont sous le feu. Si vous n'avez pas de troupes au sol, ce qui d'ailleurs n'est pas exclu, vous n'avez pas des forces spéciales pour encadrer les rébellions kurdes, baloutches, etc., qu'on va stimuler, eh bien, il n'y aura pas de changement de régime. Il ne se passera rien. Non, mais je peux dire... Donc, rien n'est clair, en fait. Pardon. Ah non. Moi, c'est vous le spécialiste. Hein. Je n'entre pas en contradiction avec vous. Deux choses. Un, il est vrai que 45 dirigeants éliminés tout d'un coup, ça s'est jamais vu dans une guerre. Ça c'est vrai. Mais le régime iranien, n'étant pas une dictature ou une tyrannie, si vous coupez la tête, c'est pas ça qui va changer, parce que c'est un régime totalitaire. Premier point. Deuxième point, donc, la responsabilité politique, elle est diffusée partout, notamment avec les 200 000 gardiens de la Révolution. Deuxième point, il ne faut pas enlever aussi que le flou de Donald Trump vient du fait qu'il y a des élections aux États-Unis et que dans son propre camp, il doit faire face aux isolationnistes d'un côté, aux néoconservateurs de l'autre et à ceux qui souhaitent. Donc il est obligé à chaque fois de donner du grain à moudre à chacun de son camp. Voilà, c'est tout. Bon, mon général Clermont, qui voulait répondre peut-être à Vincent avec tout ce qui a été dit, sauf que les buts de guerre, c'est une chose, et arriver à les obtenir, c'en est une autre. Donc les buts de guerre, ils sont à peu près définis. Arriver à obtenir les objectifs, ça va être plus compliqué. Mais ça nécessite en tout cas de ne pas juger la situation au bout de 3 jours.
C'est-à-dire que c'est pas au bout de 3 jours qu'on va voir ce qui se passe. Il faut être patient. Il va falloir être patient. Mais 3 jours, c'est pas patient. La guerre, ça dure longtemps, ça coûte très cher, ça fait très mal. La seule chose sur la question de la durée, puis je m'arrêterai là, c'est visiblement la phrase qui a partagée à peu près par tout le monde, y compris les Israéliens, ça va se compter en semaines, peut-être en mois, mais pas en années. Au-delà de ça, on n'en sait pas plus. Et les dépêches continuent de tomber. Le cours du baril de pétrole Brent a gagné 4% à $81 lors des échanges mardi après-midi en Asie, entraînés par les conflits au Moyen-Orient. J'ai vu et j'ai entendu ce matin sur Europe 1 qu'il y avait des gens qui faisaient la queue, la file d'attente pour prendre de l'essence à Marseille. C'était un sujet de Stéphane Burgat. Écoutez, franchement, amis marseillais et amis de toute la France, ne créons pas une pénurie d'essence en allant... Trop tard. Comment ? Mais non, mais les gens vont... Il y avait une file d'attente parce que les gens pensent que... Le fioul domestique. Et j'entendais une dame qui disait, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et puis je suis venu avec la voiture de mon mari, on prend de l'essence tous les deux parce qu'on n'en aura peut-être plus dans 8 jours. C'est la meilleure manière de créer une pénurie, si vous me permettez. Alors, Donald Trump... Ou de s'en sortir. Oui. Bon, Donald Trump a dit quelque chose qui est assez amusant. D'ailleurs, tout le monde était derrière lui, pense-t-il, mais personne n'avait le courage de le faire. Et Gabriel Attal disait quelque chose d'assez intelligent ce matin. Il disait qu'en France, et même en Occident, il y avait une forme d'attente. Si ça marche, on sera pour. Mais si ça ne marche pas, l'intervention américaine, on sera contre. Vous voyez, il y avait une sorte d'attentisme. Et j'ai trouvé que c'est une position, effectivement, politique que j'ai vue un petit peu à droite et à gauche. Non ? On a peut-être C'est une sorte de caricature des Français. C'est une sorte de caricature des Français telle que le voit en général Hollywood. Charlotte Dornelas, c'est-à-dire que tu voles à la victoire. Voilà, la lâcheté ordinaire. Voler à la victoire. Charlotte Dornelas. Mais je pense que la crainte qu'il y a, c'est aussi parce qu'on a appris à se méfier des Américains et de leur but de guerre plus ou moins franc et plus ou moins atteint, si je puis me permettre, dans l'histoire des guerres américaines. Donc d'ailleurs, les Américains sont encore plus fébriles que nous au 3e jour du conflit. Maintenant, ça va être difficile d'être simplement dans l'attente à partir du moment où l'armée française s'est fait bombarder à Abu Dhabi, l'armée britannique s'est fait bombarder à Chypre, donc ça va être un peu difficile pour l'Union européenne de rester dans le statu quo. Donc... Écoutons Donald Trump qui rapporte effectivement que personne n'a eu le courage de faire ce que lui a fait. Oui, ça... But everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. Tout le monde était derrière nous, ils n'ont juste pas eu le courage de le faire eux-mêmes. Les missiles de longue portée, qui étaient une menace pour le Moyen-Orient, mais également pour notre pays. Je suis très fier d'avoir pu mettre un terme à cette menace et en finir avec l'accord qui avait été développé sous le mandat d'Obama. Qui aurait été terrible si le régime iranien avait eu l'arme nucléaire. Il est gentil, si j'ose dire, Donald Trump, mais tout le monde n'a pas les moyens de l'Amérique non plus. Tout le monde il n'a pas mis fin à la menace. Il n'a pas mis fin à la menace. Vous venez de nous expliquer que le pétrole, le gaz et le dollar flambaient. Il y a 40%, le Qatar a fermé ses usines à gaz. Il y a 150 tankers qui sont coincés dans le détroit d'Ormuz, dans ce cul-de-sac. Oui, mais le général, clairement, vous dit ça fait 3 jours de guerre, Vincent. Non, mais d'accord, mais il dit j'ai mis fin à la menace. Mais dans ces cas-là, qui replie, c'est pas vrai. Non, mais bien sûr, mais ce n'est pas vrai. Chez certains politiques, les mots n'ont plus de sens. Donc Non, mais on peut dire n'importe quoi. Vous avez raison, on peut dire n'importe quoi. Non, mais et le contraire. En fait, l'objectif est de... Mais est-ce qu'il a mis fin à la menace, oui ou non? Il tente, il se projette dans le futur, en réalité. Mais vous êtes les porte-parole du département d'État, j'entends bien, mais quand même, je viens d'entendre avec vous le président de rien du tout, la guerre à 3 jours. C'est le président Trump que vous nous faites écouter, le président Trump, qui nous dit j'ai mis fin à la menace. Il voulait utiliser le futur et il a utilisé le présent. Il va mettre fin à la menace. Non, mais il parle comme il rêve. Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin, au fond? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire ce matin? Mais tout ce que je viens de vous dire, moi je ne dis pas que les Américains ont mis fin à la menace, parce que je vois que les missiles tombent sur des lieux symboliques, que leur ambassade à Riyad vient de partir en fumée, qu'il y a des drones qui s'abattent sur le hangar de la base navale française à Abu Dhabi, et donc je vois bien que la menace elle est là, elle n'a jamais été aussi vive.
Et donc, ils n'ont mis fin à rien. Ce qu'ils ont fait, le premier jour de la guerre, ils ont fait une opération extraordinaire. Oui. Ils ont mis 45 dirigeants iraniens au tapis. Ils avaient le scalp de Khamenei et presque, d'une certaine manière, ils auraient presque pu, à ce moment-là, se replier. C'était une opération inouïe. Bon, maintenant, on est rentré dans une guerre qui va durer sacré bout de temps parce que les Iraniens sont résistants et qu'il va falloir mettre... je vous donne une info. Je vous interromps parce que je vous donne une info qui vient de tomber et c'est Benjamin qui me donne les dépêches au fur et à mesure. L'armée libanaise se redéploie dans la zone frontalière du sud face à l'escalade d'Israël. Donc ça, ce qui se joue là... C'est une véritable opération terrestre avec dizaines de milliers d'hommes qui va créer un problème sur le front principal. Alors, c'est essentiellement des forces terrestres, mais elles seront appuyées par l'aviation, alors que la priorité, c'est vraiment l'Iran. Donc ça fait vraiment deux guerres à mener en parallèle pour Israël. Oui, ça c'est intéressant. Effectivement, c'est deux guerres à mener en parallèle pour Israël, avec le Liban et avec l'Iran. Et une avec une dominante terrestre et l'autre exclusivement aérienne. Bon, c'est vrai que vous n'êtes pas un fan de Trump. Mais c'est pas... Moi, je suis pas... moi, je ne suis pas un fan du discours guerrier des chefs qui vous abusent. Oui, mais je suis payé depuis très longtemps pour essayer de discerner quand on raconte des sornettes. Or, je sais très bien qu'en cas de guerre, on raconte beaucoup de mensonges. Bon, la vérité, la première victime de la guerre, c'est ce qu'on répète toujours, et c'est pas faux. Et donc là, c'est un discours de propagande qui est fait effectivement pour l'électorat MAGA, qui est paniqué en voyant... Totalement. Ils sont moins de 25% à accepter, moins de 25% des Américains, aujourd'hui, sont contents de cette guerre. Ceux qui sont contents, ce sont les sunnites, ce sont les Arabes du Golfe et du Moyen-Orient. Les gens qui aujourd'hui se félicitent de ce qui se passe, même s'ils prennent... D'ailleurs, ils protestent, vous voyez. Voilà, il vous appelle. Ils vous appellent parce qu'ils ne sont pas contents. Bon, est-ce que je peux... alors, bon, je salue tous ceux qui nous écoutent, évidemment. Il y a quelqu'un qui me dit « J'ai renoncé à rationaliser les propos et les actes de Trump, ainsi que l'écart entre les uns et les autres. » Mais cette personne ajoute « Les gens qui vont faire le plein ne sont pas complètement idiots. » Bah oui. Non, mais écoutez pas, non. Mais moi, je peux les comprendre. Oui, on peut tout comprendre. Par définition, on peut tout comprendre. On peut tout comprendre. Bah non, mais ça va flamber. Il y a toutes les raisons. Enfin, c'est assez rationnel comme comportement pour une fois. Bon, les États-Unis dans le Golfe. Vous allez voir ce sujet quand même de Godéric Bay. C'est l'évaluation des forces. Et là, les forces, elles sont quand même très puissantes, les forces américaines. Vous voyez le sujet parce qu'il est assez intéressant. Des moyens titanesques déployés par la première armée du monde. Au Moyen-Orient, les Américains possèdent un important réseau de bases militaires, leur permettant de se projeter rapidement dans la région du Golfe. Aujourd'hui, selon le Centre d'études stratégiques et internationales, environ 50 000 soldats américains et plus de 200 avions de combat sont présents dans la région. Fait extrêmement rare, 2 porte-avions y sont déployés, le Abraham Lincoln, sur place depuis fin janvier, et depuis mi-février, le plus grand porte-avions au monde, le Gerald Ford, 337 mètres. Ces 2 bâtiments sont capables d'embarquer plusieurs milliers de marins, mais aussi des avions de combat, tels que le F-35, équivalent du Rafale français. Pour les escorter, chacun dispose de 3 détroyers équipés de missiles de croisière Tomahawk, dotés d'une portée de 1600 km, ainsi que d'hélicoptères de lutte anti-sous-marine et anti-surface, et d'un nombre indéterminé de sous-marins d'attaque. Parmi les autres bâtiments déployés, on compte des navires de combat et des frégates rapides, spécialisés dans les menaces côtières. La flotte aérienne comprend également des avions dotés de systèmes de défense et de technologies de pointe. Pour accompagner cette armada colossale, s'ajoutent également des drones ainsi que des appareils de surveillance, de ravitaillement et de soutien. Bon, vous avez vu que les Américains appellent leur porte-avions par le nom d'un ancien président des États-Unis. Et nous allons l'appeler comment Ah non, vous parlez du prochain porte-avions. L'Invincible. Non, ça c'est le sous-marin. Le porte-avions, nous, le porte-avions porte aussi un nom, le Charles de Gaulle. Mais le prochain, je crois que ça a été... On cherche un nom. On cherche un nom. Exactement. On a le temps, hein, 2038, ça va encore être on a le temps de le trouver. Hein. Oui, mais c'est... Si on va chercher dans les anciens présidents, ça va peut-être être un peu plus limité, quoi. Pourquoi, Charlotte? Non, mais je sais pas, on n'a qu'à prendre un grand personnage de l'histoire de France qui fait l'unanimité. Mais il y en a pas. À part De Gaulle. Le Jeanne, à l'époque, personne n'a râlé. Le Jeanne, c'est pour ma paroisse. La Jeanne d'Arc. Le René Coty, comme dirait... Le René Coty, oui, à la limite. La Jeanne d'Arc. Voilà. Il y a un porte-hélicoptère. On a eu combien de porte-avions? On a eu le Clemenceau. Alors au départ, on a le Clemenceau et le Foch. Avant, on avait des porte-avions américains. Clemenceau et Foch, c'est les 2 premiers porte-avions français.
On a des porte-avions depuis assez longtemps, je crois. Et aujourd'hui, on a combien de porte-avions? Alors, c'est facile à compter, on en a un seul. On s'en souvient très facilement. C'est le Charles de Gaulle. Et les Américains en ont combien? Alors, ils en ont 11. Ils en avaient 12 et ils sont descendus à 11, les pauvres. Oui. Mais ils sont en train de tous les transformer en le supergéant, là, le Ford, qui est un porte-avions de 100 000 tonnes. Donc, il va y avoir 11 porte-avions de 100 000 tonnes. Et les Chinois leur courent derrière pour attraper les 11. Bon, on va marquer une pause. On va recevoir dans une seconde notre ami Monchipour qui est là, Mayar Monchipour, ancien champion du monde de boxe, et puis qui a la fibre bien sûr iranienne. J'aurais aimé qu'on parle d'autre chose quand même, et notamment du procès Paty. Vous voulez vous lasser au bout de 3 jours? Non, c'est pas ça. Je trouve que le procès Paty, ce qui s'est passé, est quand même sidérant. Ah oui. Pardonnez-moi, les condamnations en appel ne sont pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Je trouve ça absolument sidérant. Elles ont été divisées par 2, quasiment. Il y a quelque chose qui est inférieur même aux réquisitions. Voilà, ça passe sous les radars parce qu'il y a cette actualité internationale, mais enfin, moi je me mets à la place de la famille de Samuel Paty. C'est juste, oui, ces décisions me paraissent extrêmement légères. En plus, elles n'ont pas été motivées pour le moment et le jugement n'a pas été motivé. Mais la seule chose qui risque en fait, c'est la plaidoirie de l'avocat de la défense et qui a sali la mémoire de Samuel Paty. Oui. Je crains que ce soit la seule chose qui reste de ce procès. Bon, on marque une pause, il est 9h27 et à tout de suite.